Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce Parole d'experts. On commence cette année avec un sujet qui est assez délicat. On a beaucoup parlé de la Moudawana, de la réforme de la Moudawana, du droit des femmes, notamment en cas de divorce, à garder les enfants et surtout lutter pour avoir la tutelle de leurs enfants. Aujourd'hui, on va aller du côté des papas. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, car en cas de divorce, eh bien, qu'en est-il de la garde des papas, leur droit de garde et de visite, et surtout du respect de ce droit de visite lorsqu'il n'est pas attribué, lorsqu'il n'est pas respecté par la mère. Ce sont des cas qui sont plus rares, mais moins rares, peut-être moins médiatisés, moins mis en lumière, et on en parle aujourd'hui. Comment faire pour rétablir l'équité, cette équité qui va dans les deux sens, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout en gardant, bien entendu, l'intérêt de l'enfant qui est souvent oublié, que ce soit par la justice, que ce soit par la loi et que ce soit souvent par les parents ou un des parents. Équité dans la garde des enfants en cas de divorce, c'est de ça dont on parle dans Parole d'experts aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau Rizlane Mamouni. Comment ça va, Rizlane? Ça va bien, et toi? Alhamdoulilah, avocate et présidente de l'association Kif Mama, Kif Baba. Et tu étais déjà venue sur le plateau pour parler avec nous, Asrali, de la réforme de la Moudawana. Avec nous, Salahdine Ben Omar, qui est vice-président de l'association marocaine de défense des droits du père et des enfants. Si Salah, ça va? Tout à fait. Ça va très bien. Merci en tout cas, Marhaba Bik, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est délicat, très peu mis en lumière. Et je voulais vraiment avoir, alors justement, j'ai deux associations avec deux combats et qui me touchent aussi moi particulièrement. Et je sais que beaucoup de gens peuvent se sentir concernés de cette équité qu'on appelle de nos voeux, que Sa Majesté aussi a appelé de ses voeux avec le lancement de la réforme, encore une fois, de la Moudawana, pour rétablir une espèce d'équilibre. Mais souvent, lorsqu'on dit rétablir l'équilibre, c'est souvent dire, allez, du côté des femmes, mais on ne pense très rarement qu'au cas des papas qui n'ont pas accès à leurs enfants en cas de garde, etc. Alors avant qu'on en parle, j'aimerais revenir sur les fondamentaux, ce que dit la loi et ce qui est fait en général en cas de divorce pour la garde des enfants. Alors, automatiquement, en cas de divorce, quel que soit l'état psychique, mental, matériel de la mère, la garde est quasiment automatiquement donnée à la mère. Est-ce que tu confirmes, Rizlane ? Alors, il y a les règles, il y a la pratique. Oui. La règle, effectivement, nous dit que par principe, la garde est automatiquement et à 100% attribuée à la maman. L'article nous dit qu'en fait, l'enfant n'a pas le droit de passer la nuit chez une autre personne que celle qui en a la garde. Comme la garde est attribuée à la mère, il n'a pas le droit de passer la nuit chez son papa, par exemple, ou un week-end ou des vacances. Et le papa est souvent réduit à un droit de visite le dimanche de 10h à 18h. Alors, il y a une exception dans la loi. La loi nous dit que quand l'intérêt supérieur de l'enfant le commande, et c'est une des rares fois que ce principe est énoncé, eh bien, le juge peut décider d'un droit de visite prolongé du papa et peut-être autoriser l'enfant à passer la nuit. Il y a quelques cas qu'on connaît, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare et que la règle... et souvent aussi, les papas ne le demandent pas, en fait, et du coup, ça prive des papas qui ont envie de construire une vraie relation avec leurs enfants et qui trouvent que c'est absolument insuffisant de passer quelques heures par semaine. Le dimanche de 10h à 18h, c'est totalement insuffisant. À eux aussi s'applique cette jurisprudence un peu généralisée qui fait qu'ils n'ont pas ce droit de garde. Est-ce qu'on considère que... Alors, la loi, moi je le vois, moi je le lis comme ça, après je vous demande votre avis. Que non seulement on considère que le papa n'a finalement un rôle que très mineur dans l'éducation des enfants dans notre société. Et deux, est-ce que c'est pas une manière de déresponsabiliser aussi des papas qui, leur dire de toute façon vous n'avez aucun rôle dans l'éducation de vos enfants en cas de divorce. Est-ce que ça c'est quand même un signal que donne la loi, si ça là? Il y a aussi un autre cas de figure quand les parents quand il y a un commun accord
entre le papa et la maman. Donc l'accord, il est signé, légalisé par les deux personnes, par les deux parents, et présenté au tribunal qui généralement octroie cette forme de garde partagée entre les parents. Il faut sauf que la garde partagée n'existe pas. Ça, il faut vraiment le souligner. C'est parce que vous dites, c'est important, c'est qu'en cas d'accord à l'amiable, on pourrait se dire que si ça se passe bien dans un divorce, qui est rare, mais ça arrive, où les deux parents sont OK, bah écoute, tu vas le prendre une semaine, tu vas le trouver, alors il vient quand il veut, bref, peu importe si ça se passe bien, bah le juge dit non, la garde partagée, ça n'existe pas. Au niveau de la loi, ça n'existe pas, sauf que la maman peut faire un tenezoul sur la hadana, sur le droit de garde, pour permettre justement au papa de pouvoir bénéficier d'un temps de garde partagé. Nous avons des cas concrets qui sont passés par là. C'est-à-dire que, alors c'est intéressant, tenezoul, ça veut dire que la mère doit renoncer finalement et dire je renonce à la garde pour pouvoir faire une espèce de garde partagée. Moi, les cas que je connais, c'est les tribunaux appellent ça, ou quand il y a un accord amiable, etc., on appelle ça un droit de visite prolongé. C'est-à-dire qu'au lieu de 10h à 18h, donc il a le droit de visite du jeudi au dimanche, par exemple, et ça s'appelle comme ça. J'ai envie de dire qu'on appelle ça, ils appellent ça comme ils veulent. L'important, c'est que vraiment l'enfant puisse passer du temps avec son papa, parce que c'est très très important pour lui d'avoir les deux parents, de construire une vraie relation aussi avec son père. Et le fait de priver un enfant d'un parent vivant, ça s'assimile pour moi à de la maltraitance, dès lors que le papa quand même n'a pas de soucis psychiatriques, pénaux ou derrière une loi, il y a l'esprit de la loi. Ouais. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur qu'est-ce qu'on transmet comme message, déjà dès le démarrage, en disant, regardez, même peut-être les jeunes mariés ou les jeunes papas, je suis désolé, hein, mais on parle de ces sujets-là, mais de se dire, mais en cas de divorce, moi, père, je ne suis considéré comme étant un epsilon, et puis de toute façon, j'aurais pas le droit de garder mon enfant, donc de toute façon, peut-être que ça peut avoir un cercle vicieux dans la tête, de toute façon, si je divorce, bah, elle s'occupe des gamins et je m'en occuperai pas. Je pense qu'à travers notre mentalité et nos traditions, le divorce, qu'il soit engagé ou par l'homme ou par la femme, reste tout de même tabou. Et pour que le divorce puisse passer vis-à-vis des familles, des femmes, des mamans qui demandent le divorce, il faudrait qu'il y ait des causes, justement, pour que ça passe au niveau de la famille. L'homme doit être fautif, c'est-à-dire on se retrouve avec Masater Keidiya, on se retrouve avec le battle, les pères, justement pour les éloigner des enfants. Moi, si je parle de mon cas personnel, moi je suis privé de mon fils depuis plus de 30 mois, malgré les jugements qui m'octroient le droit de visite du dimanche. Le jugement qui m'octroie le droit de visite pendant la deuxième moitié des vacances scolaires et des vacances ou des jours fériés. Alors ça, c'est un cas, je pose la question justement à l'avocate, même si Salah, même s'il n'est pas avocat, je pense qu'il l'est devenu par la force des choses, si on voyait tout ce qu'il a fait comme procédure, mais quand un jugement est rendu, pour qu'il puisse voir son enfant, que ce n'est pas appliqué, quelle est la manière pour qu'on puisse aussi faire appliquer ce genre de choses? Parce que là, on rentre dans des choses qui sont... on n'est pas dans des cas où on demande à la justice d'aller vider un locataire parce qu'il n'a pas payé son loyer, etc. On est dans des choses qui sont beaucoup plus... c'est de l'humain, c'est de l'enfant. Comment on fait pour faire appliquer ça? Est-ce que c'est normal que des jugements ne puissent pas être appliqués? Non, c'est pas normal. Moi, les cas que je connais, quand une mère ne présente pas l'enfant au père pour exercer son droit de visite, elle peut être privée du droit de garde. Alors après, elle peut le perdre. Ah oui, elle perd son droit de garde. Et je pense que c'est exécuté de manière assez stricte. Alors après, ce qu'on peut reprocher, c'est des lenteurs dans l'application, les lenteurs de procédure qui existent. Mais pour le coup, la loi est quand même bien faite de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on fait constater par exploit d'huissier
que le dimanche de 10h à 18h, l'enfant n'a pas été présenté ou n'était pas présent au domicile où il vit avec sa mère, etc. Pour pouvoir, si on le fait 2, 3 fois, 4 fois de suite, pour qu'un tribunal prononce la déchéance du droit de garde de la mère. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière sur ta précédente question et sur l'esprit de ces lois, en fait, on a tendance à considérer, c'est même pas nos traditions, je trouve, mais dans une espèce d'état de fait, en fait, on a attribué ou assigné un rôle au père qui est celui de pourvoyeur de fonds. C'est un portefeuille sur pattes. Et du moment qu'il paye, en tout cas au niveau de la loi, de ce texte de la Moudawana qu'on critique et qu'on a envie de voir changer, la Moudawana considère qu'à partir du moment où le père paye une pension, ça y est, il accomplit son rôle. Voilà, il lui suffit d'un droit de visite tant que l'enfant n'est pas majeur. De toute façon, il s'occupe de l'éducation, c'est le rôle de la mère aussi, c'est un rôle assigné de la mère d'être une nounou. C'est comme ça que la Moudawana voit un peu le rôle des parents. Il y a un portefeuille sur pattes et une nounou. Voilà, pour l'enfant. Les choses ont peut-être un jour été comme ça, je n'en suis même pas sûre, parce qu'on a des vraies traditions positives dans notre histoire et dans notre culture ancestrale qui me font penser le contraire, mais soit, eh bien, on peut dire que les choses ont évolué, les femmes travaillent maintenant autant que les hommes, elles participent aux charges des enfants autant que les hommes, même si la loi ne le prend pas en considération et impose la pension uniquement sur les pères. Les mères, quand même, ont évolué sur ce point-là, et les pères aussi, et la psychologie sont conscients de ce besoin. Comme Salah et comme beaucoup d'autres, encore une fois, parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, aujourd'hui, alors j'ai pas d'études, je vous le dis pas, je vous le dis sincèrement, mais ça serait bien qu'il y ait un observatoire, une étude, alors je sais pas si vous avez des chiffres, au niveau de l'association, attendez, je vous pose la question, au niveau de l'association, pour savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pères, on va dire, exemplaires en cas de divorce, mais qui souffrent finalement de tout un historique de pères qui, en cas de divorce, ont abandonné les enfants avec la mère, etc. Est-ce que finalement, cette minorité, mais qui commence à prendre de l'ampleur, souffre de ça? Au niveau de l'association, nous avons 93% des membres et des papas qui sont privés de leurs enfants, qui connaissent une privation totale. C'est-à-dire, ni visite, ni ru'ya, wala tawasul, wala salat rahim. Aucun contact, que ce soit par WhatsApp, que ce soit une simple communication téléphonique, rien du tout. Alors qu'ils le veulent, on est bien d'accord. Alors qu'ils le veulent. Alors maintenant, tout le monde sait que la garde est partagée quand la relation, quand les parents sont mariés. Contrairement à la tutelle. La tutelle, je vais souligner aussi ce point. Moi, je suis tuteur légal de mon fils. Ce n'est pas moi qui ai fait l'opération de la circoncision. Mon fils a presque 5 ans. Il est scolarisé. Il doit être dans une école. Je ne l'ai jamais inscrit. Je ne sais pas où est-ce qu'il est scolarisé. Je n'ai jamais donné mon accord. La tutelle et la garde. Déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on remette à une personne, c'est horrible que je dise une personne, la mère, la garde automatique, alors qu'elle n'en a pas la tutelle. Est-ce qu'on peut imaginer ça d'un point de vue juridique? Imaginer qu'il se passe quelque chose, que les deux parents divorcés ne se parlent absolument plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement. Et 3, deuxième chose, voilà, qu'il soit inscrit dans une école sans qu'il ait été averti, et ça peut être n'importe qui, alors qu'il en a la tutelle, ça veut dire que le système ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait absolument ce qu'on veut. Normalement, à n'importe quel moment, l'école, tiens, vous êtes le tuteur légal ou pas. Voilà, comment on fait respecter ça? C'est complètement absurde de dissocier les deux, en fait. On ne peut pas dissocier la garde de la tutelle, c'est une aberration juridique et humaine aussi. Parce que c'est pas, voilà, quelqu'un qui a un droit de visite de 10h à 18h le dimanche en plus, c'est vraiment pas le jour des décisions juridiques, et qui ne voit pas l'enfant, qui vit pas avec l'enfant, mais qui a tous les pouvoirs, alors que la personne qui vit avec lui au quotidien n'a pas ces pouvoirs-là.
dans les textes. Alors, on sait que, et heureusement, je pense, parce que heureusement, il y a par exemple, il y a un exemple, il y a plein d'enfants qui passent le bac alors qu'ils n'ont pas encore 18 ans, ils ont 17 ans et quelques. Or, on a besoin d'une carte d'identité nationale pour passer le bac. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On condamne toute une génération de bacheliers à ne pas passer le bac parce que le papa est éloigné ou est absent ou refuse de faire les démarches? Non. Il y a des mesures faites de contournement, d'acceptation, où on déroge un petit peu. Voilà, voilà. Et donc, voilà, mais ça crée beaucoup d'insécurité juridique, un système qui n'est pas clair, qui n'est absolument pas... Alors, il y a les écoles privées, effectivement, peuvent ne pas demander la signature des enfants, mais il y en a d'autres. Alors, excusez-moi, il y a un moment donné, soit on est dans un état de droit, soit on ne l'est pas. Alors, je pose la question comme ça. Est-ce que on peut poursuivre une école, une clinique, n'importe quelle institution qui a accepté une signature d'une mère, je suis désolé, mais qui a la garde, mais qui n'est pas le tuteur légal? Nous allons le faire dès que je identifie cette école-là. Je ne sais pas encore où se trouve. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils risquent? C'est ça peut-être, j'imagine que non. Alors aujourd'hui, il y a des écoles où c'est très très strict, par exemple les missions étrangères ou mais ça peut être une école où n'importe quelle papa est écarté. Nous avons des cas de papa au niveau de l'association marocaine de défense des droits du père et des enfants qui se font jeter par les directeurs des écoles. On leur demande d'évacuer les lieux au risque de contacter la police. Ils n'ont pas le droit d'être présents au niveau des écoles de leurs enfants. Alors, j'aimerais une réponse à ça. Là, c'est la contradiction entre le tutorat et la garde. Est-ce que un père... Alors, imaginons que encore une fois, on va pas prendre les cas extrêmes, mais les gars où ça se passe à peu près bien, la mère à la garde, le père le voit le dimanche comme prévu, et puis il va venir à l'école et il veut voir son fils. Il est tuteur légal de cet enfant, fils ou fille. Est-ce que l'école a le droit de refuser à ce qu'ils prennent ses enfants? Ah oui, alors il y a justement, parce que c'est la mère qui a la garde. Il y a la tutelle, c'est la capacité de prendre des décisions juridiques pour le compte de l'enfant. C'est-à-dire l'inscrire, lui ouvrir, gérer un compte épargne, gérer des biens, accepter ou refuser des soins médicaux comme une chirurgie, voyager à l'étranger. C'est ça la tutelle. La garde, elle est à la mère. Donc, la tutelle aussi, c'est de dire... Alors, excusez-moi, moi je suis père de Brick, j'ai déjà eu ça à faire à l'école. Je dois décider, parce qu'on m'appelle, la fille est malade, est-ce que je la sors de l'école juste pour l'amener chez le médecin? Imaginons. Allez, je prends ce cas-là. C'est un cas d'école, mais la loi... C'est un cas classique de tous les jours. Strictement, non, il va chez la personne qui en a la garde, donc la mère. Et pas la tutelle. Mais par contre, pour pouvoir l'inscrire dans cette école, qui est quand même une décision la plus importante, il n'y a que le père qui peut décider, pas les deux. Que le père et moi, vraiment, votre histoire me touche énormément. Et nous, la sienne et celle de beaucoup de papas qui font partie de l'association. Je vais vous dire, vous disiez tout à l'heure que c'est pas si rare. Nous, à Kif Mama, Kif Baba, comme son nom l'indique, dès le premier jour, on se bat pour une garde et une tutelle partagée. On se bat pour que la pension soit aussi partagée. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si une femme a des revenus, il n'y a pas de raison que ce soit que le papa qui paye cette pension-là. Maintenant, force est de constater malheureusement que dans beaucoup de cas, et on n'a pas de chiffres officiels, enfin il y en a quelques-uns qui concernent le soin sur les enfants, mais pas des chiffres sur malheureusement en tout cas, les pères quand ils divorcent des mères, divorcent aussi des enfants. Il y a très peu de cas où, je finis mon propos, où les pères veulent vraiment s'impliquer dans cette garde, veulent s'impliquer dans tout ça. Et là, c'est problématique pour la maman parce qu'elle n'a aucun pouvoir de prendre ce genre de décision. Donc, dans la majorité des cas, en tout cas, de toute façon, c'est toujours l'enfant qui va en souffrir le plus. Mais là où c'est le plus problématique, c'est pour nous, en tout cas au niveau de la tutelle, où la mère se retrouve absolument privée de ce droit et où il y a très peu d'exceptions. Alors que pour la garde des parents, au moins dans la loi, il y a une exception qui dit que quand l'intérêt supérieur de l'enfant le commande, eh bien, le juge est dans l'obligation de décider d'un droit de visite prolongé ou qui s'assimile à une garde partagée. Il y a des cas qui aboutissent. Alors la question qui se pose d'abord, qui définit l'intérêt suprême des enfants? Qui le définit? Est-ce qu'aujourd'hui, la médecine
psychologique? Est-ce que les pédopsychiatres, les psychiatres interviennent dans ce circuit de prise de décision? Non, madame. Ben non, c'est les juges, madame. Mais les juges peuvent demander des expertises, ils ne le font pas. Nous savons mais tous que la le loi est orientée via les jugements des tribunaux de première instance, des décisions d'appel, des tribunaux des cours d'appel et des cours de cassation. Nous savons très bien que durant les 30 ou les 40 dernières années, il n'y a que les femmes qui sont orientées vers les procédures. Aujourd'hui, nous avons ce fameux dicton que quand le papa divorce, il divorce et de la maman et des enfants. Mais quelle est la cause de ce divorce? Quelle est la cause de cette perte de garde? Il faut savoir que la garde est partagée entre les parents quand ils sont toujours mariés. Ouais. Dès qu'ils divorcent, c'est la loi qui éloigne les enfants du papa et lui octroie un droit de visite. Il y a des mouvements qui étaient nés aux États-Unis depuis 1993 où l'application de la garde partagée et des responsabilités partagées entre papa et maman ont été mises en place. Ils parlent de celui qui a un droit de visite ne peut être qu'un prisonnier. C'est plus ou moins le message qui est transmis par les Américains en ce sens. Il y a plusieurs pays qui ont mis en place les politiques de responsabilité partagée, de garde partagée, de pension alimentaire partagée, et l'impact s'est vu directement sur le nombre de dossiers et de cas des dossiers au niveau des tribunaux de famille. Parce que les enfants ne peuvent plus être mis dans la balance. Dans la balance. Donc il y a ces éléments-là qu'il faut souligner. La base de toutes ces recommandations proviennent des conventions internationales CEDAW. Article 5, article 16 de la CEDAW, qui précise comme quoi la responsabilité entre le papa et la maman sont égales. Et on a la Convention internationale de protection des droits de l'enfant aussi qui définit cet intérêt supérieur de l'enfant. Et nous avons aussi au niveau de nous, en tant que pays musulman, il faut savoir que la garde était octroyée au papa et qu'il y a eu un ijtihad de la part des ulama qui ont assigné ou qui ont défini la maman Rabbat Beit, donc la maman qui s'occupe de son foyer, qui était la meilleure personne ayant les meilleurs... Alors ça sera ma dernière question justement, parce que là justement on en a beaucoup parlé, on en reparlera, mais autant sur la question de l'égalité en héritage, de l'équité en héritage, ça a levé de bouclier, et ça on en a beaucoup parlé ici avec tout un débat théologique sur le sujet. Est-ce que la garde partagée, comme vous venez de le dire, a ce même problème entre guillemets, ou pas? Est-ce qu'il y a une étiquette extrêmement religieuse sur ce volet-là, ou pas du tout? Ou c'est comme vient de le dire, c'est ça là, ça a été modifié, c'est des us et coutumes, c'est une tradition? Il y a le principe transcendant de la qiwama quand même, du père qui est là, qui est donc le portefeuille sur pattes, et puis le patriarcat ou l'idéologie patriarcale a fait que la maman est transformée en nounou. Et on a réussi quand même à convaincre des instances internationales qu'au Maroc, on respecte parfaitement l'égalité, notamment dans l'application de la CEDAW que vous venez de citer, en disant « mais nous, on a une égalité parfaite, la maman à la garde et le papa à la tutelle, c'est comme ça dans nos traditions ». Alors qu'il n'en est rien, enfin, c'est extrêmement problématique pour l'enfant. Et moi, j'ai pas envie de parler sur ce sujet-là de droit des mères versus les droits des pères. Je suis convaincue, je le dis tout le temps, que ni l'un ni l'autre n'a de droit. Il n'y a pas de droit des mères, il n'y a pas de droit des pères. Les deux n'ont que des responsabilités. Et le seul à avoir des droits, c'est l'enfant. Point. Donc, juste un temps pour parler peut-être des revendications, et je pense qu'on va se rejoindre. Donc, cette Mudawana, que ce soit dans la loi, que ce soit dans sa pratique encore plus, avec les délais de procédure, etc., est juste une catastrophe pour nos enfants et une violation flagrante de la Constitution et des traités internationaux qui ont été conclus et ratifiés par le Maroc. Donc là, puisqu'on est dans une phase de changement et on avance vers une Mudawana 2.0, nos revendications, elles sont les
suivantes. C'est de maintenir un principe de garde par la mère. Pourquoi? Parce qu'on a des chiffres très récents du HCP de 2021 qui démontrent que les mères consacrent 5 fois plus de temps que les pères dans le soin des enfants. C'est général, ça ne gère pas les exceptions ou même d'autres cas. Mais en tout cas, par principe, que ce soit comme ça, il n'y a pas beaucoup de débats, qu'on avance vite, que ce soit attribué à la mère. Maintenant, dès lors que la mère, parce que des fois il y a des mères qui ne veulent pas aussi cette garde à 100%, c'est très très lourd, quoi. Sachant que encore une fois, ce n'est pas des droits, c'est surtout des devoirs. Donc si la mère ou le père ou les deux demandent une garde partagée, eh bien à ce moment-là, le juge doit se prononcer en fonction d'un seul et unique critère qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc qui va nous commander de ne jamais donner la garde ni la tutelle, puisque la tutelle devra suivre la garde, à un parent qui a des troubles psychiatriques, un parent qui a des soucis avec la loi, qui est en prison, qui est trafiquant de drogue, qui expose l'enfant à un environnement toxique. Et tout ça, ça doit être étudié. Et merci de souligner qu'effectivement, il faut ajouter des expertises, il faut introduire les avancées dans les recherches en pédopsychiatrie et en psychologie qui ont eu lieu dans d'autres États et les introduire aussi chez nous. Et on finit avec les revendications justement de l'association. Nous avons présenté une proposition de loi au comité royal qui nous a reçus le 8 décembre 2023. Nous sommes pour une responsabilité partagée, pour une garde partagée, pour une pension alimentaire et une tutelle légale partagée également. Nous voulons... Et que ça soit sans condition, que ça soit dès le démarrage, quoi. Que ça soit sans condition. Peut-être qu'il puisse y avoir une enquête sur le parent le plus méritant, celui qui dispose des ressources nécessaires pour qu'il puisse s'occuper convenablement de ses enfants. Nous soulignons aussi sur l'aliénation parentale et nous voulons criminaliser ce phénomène. Nous avons des papas qui se retrouvent dans le droit de visite refusés par leurs enfants qui ont été donc aliénation parentale. Et que ça soit traité peut-être de la même manière que quand un père ne paye pas la pension alimentaire. Voilà, et que ça soit du pénal, pourquoi pas. Là, ce sont deux volets qui sont différents. La pension alimentaire a ses procédures et pour pouvoir l'exécuter, ce qui est normal. Notifier, l'exécuter. Le volet des visites aussi à faire respecter. Des procédures à respecter. Nous voulons aussi un qada stijali pour que les dossiers des enfants soient traités avec la plus grande rapidité, qu'il n'y ait pas de retard. Nous avons plusieurs scénarios pour les modes de garde partagés. Il y a des parents qui habitent le même quartier, les mêmes villes, donc ils peuvent passer une semaine, ou les enfants peuvent passer une semaine avec le papa, une semaine avec la maman. Il y a d'autres cas de figure où les parents habitent dans des villes qui sont plus ou moins éloignées, où les options des week-ends prolongés pourraient être appliquées. C'est-à-dire il faut vraiment avoir... Il faut du pragmatisme, du réalisme. Il faut du pragmatisme. Alors vraiment les derniers points rapidement. Ça, c'est les principales revendications. Les principales revendications. Donc, nous c'est pour une responsabilité partagée, qu'on respecte les conventions internationales et les enseignements. Et on finira là-dessus. De l'islam. Merci beaucoup à vous. Je sais que c'est compliqué comme sujet, mais en tout cas, les revendications se rapprochent à peu près. De toute façon, vous êtes pour le partage total. Il y a pas, voilà, c'est ça qu'il faut aussi pas sur des critères financiers, parce que pour le coup, on va vraiment exclure les femmes, parce que toutes les études internationales montrent que les hommes gagnent plus que les femmes de manière globale. Donc, et ça, je suis d'accord, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour être un bon parent. Des fois, c'est parfois le contraire. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouvera très vite pour aussi encore faire le point sur ce sujet hautement délicat. On se retrouve très vite sur H24 pour un nouveau Parole d'expert. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et vos remarques. À très bientôt. Bye bye.